vallée du Réran, dans le sud-est de la France. Ici, d'étranges blocs de béton jalonnent le sol de ce lieu désert. Des blocs qui ne sont pas les restes de ruines historiques, mais les témoins d'une catastrophe que tout le monde a oubliée, alors qu'elle est la pire que la France ait connue à ce jour. Celle d'un barrage retenant plus de 50 millions de tonnes d'eau, détruit en une fraction de seconde. D'une vague de 60 mètres de haut, rapide comme une voiture lancée à 75 km/h, qui rayera de la carte des pans entiers de la ville de Fréjus et fera plus de 400 victimes. Malpasset, tout le monde connaît, hein. C'est effectivement le cauchemar d'un ingénieur. Malpasset fait partie de ces catastrophes les plus destructrices. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de traces de vie. Qu'est-il arrivé ce jour du 2 décembre 1959 pour qu'une telle structure, bénéficiant des meilleures techniques de construction, connaisse un tel drame? Quels étaient les signes avant-coureurs et ceux que n'ont pas vus les experts de l'époque? C'est vraiment des roches qui ne sont pas faites pour poser un barrage dessus. Il y a trop d'eau qui s'infiltre dedans. Des résurgences apparaissent en rive droite. C'est qu'il se passe quelque chose, donc ça doit obligatoirement interpeller, on doit arrêter la mise en eau. Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de géologues, d'ingénieurs. Il n'y avait aucun système d'alarme à Fréjus. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Les dés étaient jetés, c'était trop tard. Des représentants de la société qui a construit le barrage de Malpasset. Ce qui va se passer sous l'ouvrage de Malpasset, c'est quelque chose effectivement qu'à l'époque, les ingénieurs n'avaient pas du tout imaginé. Qu'est-ce qui vous met à l'abri aujourd'hui qu'un truc que personne n'a imaginé qui s'est produit nulle part ne va pas vous arriver demain matin? Mais aussi des survivants. Je ne voyais rien, j'entendais que les cris. On ne savait pas où aller, on ne savait pas où la vague était passée. Les gens qui étaient à Fréjus le 2 décembre, aucun d'entre eux n'est sorti indemne de la catastrophe. De ce drame, tous ont tiré des leçons. Ils racontent l'histoire du barrage de Malpasset. Une catastrophe hors de contrôle. Fréjus, sur la côte méditerranéenne. Réputée pour son passé glorieux sous l'ère romaine, la ville attire chaque année de nombreux touristes. Des touristes qui, pour certains, parcourent quelques kilomètres plus au nord, là où un spectacle de désolation se dresse à la vue des visiteurs. Ces vestiges, ici, toute la population les connaît. Si aujourd'hui ils font la curiosité des randonneurs, ils réveillent pour beaucoup le souvenir d'un traumatisme. Celui de la plus grande catastrophe civile française qui a fait 423 victimes. En cause, un barrage qui, lors de son achèvement, avait suscité autant d'attentes que de craintes. Il y a un enthousiasme par rapport à ce barrage que l'on dit qu'il va apporter encore plus la prospérité, permettre le développement de l'agriculture, le développement du tourisme. Mais les Fréjusiens le voient quand même d'un œil un petit peu inquiet. Ils ont quand même un petit peu peur d'avoir ce monstre de béton qui s'élève à quelques kilomètres finalement de chez eux. Des craintes qui vont malheureusement s'avérer fondées. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter le temps et basculer une soixantaine d'années plus tôt. Fréjus. Mercredi 2 décembre 1959, il est 21 h. Depuis quelques jours, des trombes d'eau s'abattent sur la ville. Ici, comme dans toute la région du sud-est de la France, les inondations sont fréquentes. À l'époque, Jean-Paul Vieux a 20 ans. Habitant de Saint-Égulphe, la commune voisine, il dîne chez son père dans le centre-ville.
Et on a ce qu'on appelle chez les paysans un coup de chavanne, c'est-à-dire un très fort coup de vent d'est qui dévaste le littoral et qui fait ce qu'on appelle un phénomène de haute eau. Donc les rues de Fréjus, à certains quartiers, sont inondées. Les pêcheurs tirent les barques à terre parce qu'ils ont peur du coup de mer. Et donc, toute la journée du 2 décembre est placée sous le signe de très mauvais temps. À quelques centaines de mètres de là, la caserne de Fréjus, où se trouve Jackie Périmont, 19 ans à l'époque. Appelé du contingent, il se rappelle de cette fin d'année très particulière. 24 heures sur 24, il pleuvait. Après, il s'arrêtait un jour ou deux, puis ça repartait. C'était tout le temps inondé. Sous la pluie, la ville est déserte. Ce soir, plus que les autres, tout le monde est rivé devant son poste de télévision et regarde l'émission phare de l'époque. Gilles Margaritis présente en direct La piste aux étoiles. On était content de voir vite la piste aux étoiles, donc on mangeait très vite pour vite ne pas être en retard. Zapata, ce soir-là, avait une série de complices qui s'apprêtaient à sauter de mouton. C'est-à-dire, les complices se mettent 2 par 2, puis 3 par 3. Et puis, au moment où ils étaient 6 ou 7, alignés côte à côte, Zapata prend son élan. Et au moment où il saute, la lumière s'éteint. Donc, on attend 2-3 minutes, la lumière ne revient pas. C'était une nuit noire. La seule lumière qui était perceptible, c'était l'éclat du phare du Cap Camara, qui est à 20 km quand même. Et je dis à mon père, ça doit être une coupure grave, parce qu'il n'y a plus une lumière dans toute la région. Jean-Paul Vieux et les 13 000 autres habitants de la ville ne le savent pas encore, mais à 7 km de là, une vague géante de 50 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 15 étages, fonce en direction de la ville. Une vague créée par la rupture d'une structure colossale et réputée indestructible, le barrage de Malpasset. Nous sommes en 1951. 6 ans après la guerre, les Français sont au travail. Il faut reconstruire le pays. Dans les grandes villes du Sud, comme Fréjus, la problématique de l'eau est récurrente. Comment gérer au mieux les caprices du climat? À la fin de la guerre, la région est dévastée, y compris l'agriculture. Et pour développer l'agriculture, comme pour développer l'habitat, il faut de l'eau. À cette époque-là, toute la côte méditerranéenne avait des problèmes d'alimentation en eau. L'été, ils crevaient de soif. C'était rédhibitoire pour le tourisme, pour l'agriculture et même pour les industries qui commençaient à s'installer dans cette région. Il fallait donc faire quelque chose. Si les terres sont asséchées en été, elles sont au contraire largement abreuvées d'eau à l'automne. Les autorités décident assez logiquement de construire un barrage. Non pas un barrage voué à produire de l'électricité, mais un barrage qui permettra de constituer une réserve d'eau et de la distribuer harmonieusement à la population. Encore faut-il trouver le lieu idéal de son implantation. Et s'il y a bien un cours d'eau que l'on souhaite voir dompté par une telle infrastructure, c'est le Reyran. En été, il peut pratiquement s'effacer sous l'effet des fortes chaleurs. Mais dès qu'arrivent les mauvais jours, le cours d'eau se transforme en un torrent incontrôlable. C'est un torrent qui a vraiment des crues extrêmement fortes, une amplitude extrêmement forte. Durant l'été, vous ne voyez pas une petite flaque d'eau et après plusieurs jours de pluie, eh bien, vous ne pouvez pas passer au passage à gué. C'est tout à fait impossible. Donc c'est quelque chose qui vraiment ratisse tout sur son passage et qui est extrêmement violent. Les agriculteurs qui avaient la riche vallée du Reyran avec des terres très productrices se arrachaient les cheveux. Chaque crue du Reyran leur remportait des tonnes et des tonnes de terres agricoles riches. Pour apprivoiser le Reyran, les autorités déterminent le lieu dit de Malpasset comme l'emplacement idéal pour le futur barrage. Situé à 16 km au nord de la ville de Fréjus, Malpasset voit couler le Reyran au centre d'un vallon large de seulement 200 mètres, la taille parfaite pour construire ce genre d'édifice.
Le site est choisi suite à une étude géologique. Il est positionné, on va dire, à un débouché d'une gorge assez étroite et derrière, il y a une vallée qui s'étend et qui peut retenir une étendue d'eau très très importante. C'est un des endroits effectivement où la rivière est la plus resserrée. On cherche toujours l'endroit où la topographie crée un verrou pour installer un barrage parce que cela permet de minimiser le volume de béton. Avec sa construction, le barrage va permettre la formation d'un lac de retenue long de 4 km et plein de 50 millions de mètres cubes d'eau, une quantité astronomique équivalente à près de 5 millions de camions-citernes. Terrains et reliefs paraissent adaptés. Il reste maintenant à construire le barrage. Oui, mais voilà, sans que personne ne le sache, et alors que la première pierre n'est pas encore posée, le projet court déjà à la catastrophe. Avril 1952. Le chantier du barrage de Malpasset débute. Ce n'est pas un barrage comme les autres que l'on construit. La société Coyne et Bellier, responsable de sa mise en œuvre, a opté pour un nouveau type de barrage. À l'inverse des traditionnels barrages poids, rectilignes, où la force de l'eau s'applique de manière homogène sur toute la structure, celui-là sera un barrage voûte. Les toutes premières études géologiques avaient été faites dans l'idée d'un barrage poids, avant que Coyne ne soit appelé. Et quand Coyne est arrivé, puisqu'il était en train de construire des voûtes un peu partout en France pour le compte d'EDF, il a dit « mais non, faites une voûte, ça vous coûtera moins cher ». La voûte fait appel aux dernières avancées architecturales. En forme de demi-lune, le barrage de Malpasset est parfaitement adapté aux zones étroites à la roche dure. Il a pour caractéristique principale de reporter la poussée d'eau aux deux extrémités de l'édifice, sur les rives. Christine Noré est ingénieure spécialiste des constructions de barrages. L'entreprise qui l'emploie a fusionné avec la société historique Coyne et Bellier. Il y a un certain nombre de ponts qui utilisent aussi ce type d'effet voûte et qui sont aussi des structures très élancées. Et puis il y a aussi, plus simplement, toutes nos églises et nos cathédrales où le poids de la superstructure redescend dans les piliers par l'effet des voûtes supérieures. Sauf que là, vous avez en fait une voûte qui est, je dirais, verticale au lieu d'être horizontale. Le barrage voûte reporte tous les efforts sur les appuis rocheux, sur chaque rive, par les effets d'arc. La poussée de l'eau est reportée sur les appuis du barrage. Donc ces appuis, ils sont déformables. Le rocher est déformable, il se contracte. Autre avantage, le coût du barrage fait preuve lui aussi d'une certaine souplesse. À cette époque-là, dans les années 1960, les barrages voûtes sont quelque part un optimum technico-économique parce que ça nécessite moins de béton qu'un barrage de type poids, à peu près 50% de moins. Et puis, par contre, on a besoin d'un petit peu plus de main-d'œuvre, puisque la forme est un petit peu plus compliquée, donc il faut faire des coffrages. Mais à cette époque-là, la main-d'œuvre a un coût raisonnable. 186 hommes font avancer le chantier à grande vitesse. En seulement 2 ans, le barrage de Malpasset se dresse au centre de la vallée. Ses dimensions, 60 mètres de hauteur par 220 mètres de longueur. Un mur plus grand que l'Arc de Triomphe, aussi long qu'une rame de TGV. Très esthétique, son épaisseur de base est de 6,50 m et se termine en crête à 1,50 m, ce qui en fait le barrage le plus mince d'Europe. Il est solidement ancré dans le sol par des fondations profondes de 10 à 15 mètres et fixé à la vallée sur son flanc gauche par une sorte d'agrafe en béton appelée culée. Le barrage est également doté d'une vanne de délestage située tout en bas de la structure, près du sol, qui permet de contrôler le niveau du lac en rejetant à volonté l'eau qu'il contient. Et voici le résultat. C'est un barrage très élégant en général
Et celui-là en particulier était particulièrement élégant parce que c'était une voûte mince avec quelques mètres de béton qui était une réussite architecturale. La voûte est quasiment indestructible, à condition que les appuis tiennent bon. Il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir de bons appuis. Et c'est justement ce qui va poser problème. Derrière les apparences, le barrage est un colosse aux pieds d'argile et ses bâtisseurs vont le découvrir bien trop tard. Novembre 1959, 10 jours avant la catastrophe. Après la sécheresse de l'été, les pluies de l'automne. Sauf que cette année, elles sont particulièrement intensives. À l'automne 59, il y a un épisode pluvieux extrêmement important, le fameux coup de Chavannes. Il va y avoir des journées vraiment de pluie diluvienne. Et il faut imaginer tout le bassin versant qui va venir décharger toutes les eaux torrentielles dans le lac de retenue. Au barrage, ces fortes précipitations augmentent la vigilance du personnel. Tout est contrôlé. L'élasticité du béton, la pression sur les appuis. Soudain, la roche jusque-là restée muette se met à parler. Des suintements d'eau sont repérés le long des roches jouxtant le barrage. Dans le jargon, on les appelle des résurgences. Et elles sont présentes sur les deux rives. Quelle est l'origine de ces résurgences? Les experts de l'époque n'en ont pas la moindre idée. À ce moment-là, on ne peut pas dire il est en train de se passer quelque chose. Est-ce que ces résurgences sont directement à mettre en lien avec la retenue ou simplement avec une nappe phréatique qui est dans le rocher? On ne peut pas le dire. Avec les connaissances actuelles, une résurgence sur un barrage en cours de remplissage, on arrête le remplissage, on stoppe le remplissage immédiatement et on observe ce qui se passe, voire on baisse le plan d'eau. En utilisant la fameuse vanne située en bas du barrage, il est possible en effet d'arrêter le remplissage. Pour contrôler le niveau d'eau pendant le remplissage, de quoi dispose-t-on? On dispose d'une vidange de fond, donc un gros robinet, qui est capable d'évacuer jusqu'à 50 mètres cubes seconde, je crois, enfin, à peu près autant que ce qui rentre. On peut donc pratiquement arrêter la montée du plan d'eau au moins équilibré. 50 mètres cubes par seconde, soit environ une piscine olympique par minute. Cette solution pourrait permettre d'éviter le pire, mais elle est immédiatement bloquée par la présence d'une autre structure. À 900 mètres en aval du barrage, un chantier de grande ampleur est à l'œuvre depuis 2 mois. Celui de l'autoroute A8, qui relie Aix-en-Provence à la Côte d'Azur. Ouvrir la vanne risquerait de compromettre les travaux du pont de l'autoroute qui enjambe le Réran. Les responsables du génie rural l'ont demandé aux gens de l'autoroute, qui étaient les ponts et chaussées. On va ouvrir les vannes, attention. Ah non, 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 il n'en est pas question, on a notre chantier, donc c'est les ponts et chaussées qui ont gagné, donc on n'a pas ouvert les vannes. Une situation bloquée aux conséquences terribles. Car en réalité, le barrage n'a jamais été testé à plein. Impossible donc de savoir s'il est capable de résister à la pression de l'eau qu'il retient. En effet, depuis l'achèvement de sa construction 4 ans plus tôt, la phase de remplissage du bassin du barrage n'est toujours pas accomplie. Elle est pourtant capitale pour les ingénieurs. Le premier remplissage, c'est comme le rodage d'une voiture. Il s'agit de vérifier que tout se passe bien. Chaque barrage est unique, chaque barrage est un prototype. La phase de premier remplissage est une phase cruciale, puisque c'est la première fois où on va vérifier qu'il a été bien construit. C'est un test en vraie grandeur. De quelle manière se comporte le béton? Les appuis, de part et d'autre du barrage, sont-ils suffisamment solides? Des questions qui ne trouvent pour l'heure aucune réponse. À mal passé, le remplissage il va être laborieux. Il va être laborieux, mais il va durer 4 ans. C'est totalement anormal. 4 ans, c'est 4 fois plus que d'habitude. Et pour les 13 000 habitants de Fréjus, c'est une source constante d'inquiétude. Ils le savent, en cas de problème au barrage,
ils sont directement exposés. Dans les conversations, les gens disaient quelquefois, ce barrage, pourquoi il n'est pas plein, pourquoi ils ne le remplissent pas, ils n'ont pas confiance, s'ils ne le prouvent pas, le test, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'il est assez résistant. Il y avait cet état d'esprit. En réalité, si le barrage ne peut être totalement rempli, c'est qu'il y a dans la zone du lac des entreprises qui ne veulent pas quitter les lieux. Dans la vallée du Reyran, il y a quand même plusieurs sites d'exploitation et la construction du barrage, certes, s'élève, mais c'est surtout le remplissage du lac de retenue qui se situe en arrière qui menace certaines installations. Un site en particulier pose problème. Les mines du Garrot, situées à 4 km au nord du futur lac de retenue. Elles seraient directement impactées par la montée de l'eau, car situé 10 mètres sous le niveau maximal de remplissage du lac. Comme son exploitant refuse de partir, le lac ne peut être rempli que partiellement, jusqu'à 49 mètres au lieu de 60. Insuffisant pour réaliser pleinement le test. Il restait encore 7 ou 8 mètres à remplir, c'est-à-dire plus de 10%. Alors il faut savoir que quand il manque 10% d'eau en hauteur, il manque 30% en force. Donc, en effet, ce barrage, il était très très loin de la charge pour laquelle il avait été conçu. Impossible de connaître réellement les forces et les faiblesses de l'édifice, et ce malgré les premières réactions de la structure. Poussé par le poids du lac, rempli à 90%, l'édifice s'est étiré vers l'aval, c'est-à-dire vers la partie sèche. En juillet 1959, les mesures montrent effectivement des déplacements de l'ordre de 15 mm en pied du barrage. Ce n'est pas significatif d'un danger. On va avoir des déformations en contraction où le volume va bouger un petit peu, mais on reste en déformation élastique. C'est la respiration, finalement, de l'ouvrage liée aux variations des sollicitations. Jusque-là, rien d'anormal donc. Le barrage pourrait rester dans cet état encore longtemps. Mais alors que la situation est comme paralysée, un élément va tout précipiter et révéler au grand jour ce que les ingénieurs n'avaient pas vu. Retour le 2 décembre 1959, il est 16 h. Avec les fortes précipitations de ces derniers jours, le lac de retenue se remplit à vitesse grand V. Les fameuses mines du Garrot ne sont plus à l'abri. Le barrage se remplit, à tel point qu'il échappe totalement au contrôle de l'évacuation d'eau. C'est-à-dire que le bassin versant se remplit tellement vite qu'on ne peut plus empêcher le noyage de la mine. En 4 jours, du 28 novembre au 1er décembre, il est tombé près de 250 mm d'eau, soit le tiers de ce qu'il pleut en un an. À cette allure, l'eau atteindra bientôt la hauteur maximale du barrage, 60 mètres. Pour la toute première fois, les rives vont supporter la pleine puissance du lac sans aucun contrôle préalable. Un lac lourd de 50 millions de tonnes d'eau, le poids de 5000 cathédrales. On atteint quasiment la cote 100, donc la cote vraiment, on a peur en fait que l'eau bascule par le déversoir et il faut prendre une décision. Devant l'urgence de la situation, toute l'attention est naturellement portée sur le mur du barrage. Or, le principal danger ne se trouve pas ici, mais à quelques dizaines de mètres sous l'ensemble de la structure. Ce qu'on n'imagine pas à cette époque-là, c'est ce qui va se passer sous l'ouvrage de Malpasset, qui est quelque chose qui est assez particulier. La situation est en réalité catastrophique. Sous le barrage, alors que les experts de l'époque le croient solide, le gneiss, cette roche qui compose l'essentiel du sous-sol de Malpasset, est en réalité fragmenté par des failles interstitielles. Des failles qui rendent le sous-sol perméable s'il doit supporter une trop grande quantité d'eau. Le barrage est donc installé sur un sol qui menace à tout moment de céder. Parmi la structure de la roche en rive gauche, on a ce qu'on appelle une foliation, c'est-à-dire c'est un peu comme les pages d'un livre, si vous voulez, dans un volume. Il y a une direction
qui va faciliter la pénétration de l'eau. Cette roche a les plus mauvaises caractéristiques de résistance de tout ce qu'on peut trouver comme fondation de barrage. C'est vraiment des roches qui ne sont pas faites pour poser un barrage dessus. Il y a trop d'eau qui s'infiltre dedans, quoi. C'était une catastrophe de construire un barrage sur une roche comme ça, extrêmement perméable, de par la fracturation, la fragilité de cette fondation. Gilbert Castagnier est géologue. Il a expertisé de nombreuses fondations de barrages. Il sait que dans son domaine, les apparences sont parfois trompeuses. Il y a une idée également peut-être dont il faut s'affranchir, c'est de croire qu'un rocher, c'est très robuste parce que c'est visuellement, c'est dur, c'est anguleux. Et on va chercher les rochers les plus résistants pour construire des barrages voûtes. Mais quand on regarde ce rocher au microscope, ce rocher, il a des discontinuités, de la porosité, donc des micro-trous qu'on ne voit qu'au microscope, des axes, des failles qui l'affaiblissent. À ça, on rajoute la tectonique, les contraintes qui ont agi sur ces roches au moment de leur formation. Et vous voyez que presque vous pouvez par endroits les prendre dans la main, ces roches, et c'est extrêmement friable. Alors vous avez des parties extrêmement dures et vous avez des parties extrêmement friables. Et les parties friables sont très très présentes à l'endroit où a été construit cet édifice. Le barrage est donc édifié à cet endroit sans conscience du danger. Et comme si son triste sort était déjà tracé, les expertises réalisées ont suffi à valider l'ouvrage, qui n'a pas eu besoin d'homologation supplémentaire. Car le barrage est destiné au seul usage de la retenue d'eau. La loi à l'époque n'impose pas pour ces ouvrages qui ne sont pas destinés à fournir de l'énergie, de l'électricité en particulier, de faire voir et valider leur projet par la commission des grands barrages. « 17 heures. La barre des 60 mètres est désormais franchie. À tout moment, l'eau peut déborder du barrage, mais plus grave. Avec 60 mètres de hauteur d'eau, c'est une pression de 60 tonnes par mètre carré qui s'exerce contre les rives de l'édifice. Cette fois, la déformation de la structure et de la roche va au-delà des limites. La voûte va essayer de suivre, la culée de rive gauche s'est déplacée de 2 mètres, les plots en fond de vallée se sont déplacés entre 60 cm et un peu plus d'1 mètre, et comme si le barrage avait tourné sur sa rive droite. L'ouverture de la vanne n'est plus une option. La tâche est confiée au gardien du barrage, André Ferraud. Il est 18 heures. Toute la journée, le barrage continue à se remplir. Et à 18 h, une fois que les ponts et chaussées ont évacué le chantier de l'autoroute, M. Ferraud ouvre la vanne. Quand M. Ferraud fait sa tournée, lampe électrique à la main, il constate que derrière le barrage, l'eau a baissé de 2 cm. Il écrit à 21h12 sur son cahier, 21h RAS. Gérard Ferraud est le fils du gardien du barrage de Malpasset. Il a un peu moins de 4 ans le soir de la catastrophe. Son père lui a souvent parlé de ce moment fatidique. Il a compris qu'il y avait réellement un péril à ce moment-là. En tout cas, dans l'ouvrage, le barrage en pleine charge était à 50 millions de mètres cubes d'eau. Imaginez le temps qu'il faut pour délester un ouvrage de la sorte. Le gardien le sait bien. Malgré ses 100 000 mètres cubes d'eau par heure, le débit de la vanne n'est pas suffisant. Pour baisser efficacement le niveau d'eau, elle devrait lâcher le triple, soit 300 000 mètres cubes d'eau par heure. Tout ça, c'était vraiment une accumulation de paramètres défavorables qui fait qu'on est en droit de s'interroger si ce barrage-là n'a pas joué de malchance complète. C'est l'accumulation de paramètres défavorables concentrés en un seul endroit, c'est assez étonnant. Malgré ses ultimes efforts, le barrage n'est plus assez robuste pour supporter le poids de l'eau. Donc le barrage va essayer de se raccrocher autant qu'il peut à la culée. Le barrage a essayé de continuer à s'adapter pour essayer de résister toujours à cette force de l'eau, jusqu'au moment où là, on a dépassé les limites effectivement que pouvait supporter le béton.
Et à 21h13, l'inévitable se produit. La rupture se produit en 1 seconde. Donc c'est instantané. On imagine un fracas infernal. C'est comme si tu avais 2 ou 3 avions de chasse qui passent au mur de soir au-dessus de la maison. C'est une déflagration assommante. Un bruit d'autant plus fort qu'il s'agit non pas du barrage, mais d'un bloc rocheux tout entier. Le rocher qui se soulève, qui est fragmenté en énormes blocs, le barrage qui cède, c'est le bruit d'une explosion. À cause des nombreuses failles interstitielles du sol, côté culé, c'est tout le flanc gauche du barrage qui vient d'être arraché. L'appui rive gauche, sur toute sa hauteur, a été éjecté par cette pression de l'eau. En gros, la rive gauche est partie. On peut voir dans les gros blocs de béton qui sont partis, on voit qu'il y a des blocs qui ont emmené de la roche avec eux. Donc c'est la roche qui a cassé en dessous, mais la cohésion du béton et de la roche, elle est totale. Le gardien et sa famille vivent dans une maison située à 1 km à l'aval du barrage. Au moment de la rupture, il vient juste de rentrer de sa tournée d'inspection. Il a compris que c'était arrivé, et à ce moment-là, il m'a saisi, il a appelé ma mère, qui a le surnom de Rina. Et il a dit, il faut sortir, le barrage a cassé. Rien ne retient plus les 50 millions de mètres cubes d'eau du lac de réserve. Une vague de plus de 50 mètres de haut s'élance alors dans la gorge du Réran. Elle est précédée d'un coup de vent d'une extrême violence propre à ce genre de phénomène. C'est comme une tempête, il y a un déplacement d'air inouï. Bill Johnstone est ingénieur spécialisé dans l'étude des ondes de submersion. Il a étudié pendant 2 ans la vague créée par la rupture du barrage de Malpasset pour améliorer les plans de prévention au Canada et aux États-Unis. La masse d'eau avance très rapidement dans le sens du courant. Quand elle s'élance à 70 km/h, cela pousse l'air devant elle et cela crée une bourrasque. La force de ce vent créé par l'eau en déplacement est telle que lorsque Gérard et ses parents fuient la maison, sa mère est propulsée dans des buissons. C'est ce qu'il a projeté dans ses mimosas, il est allé la rechercher. Et avec les 3 doigts de la griffe, de la main, il a réussi à la récupérer. Moi, sous le bras, il m'a revêtu juste d'une chemise par-dessus comme ça, et de sa sortie de là, tout simplement, pour aller soit à Colline. Réfugié au sommet de la rive droite, le gardien et sa famille assistent impuissants au passage d'une gigantesque vague de submersion. Au départ, la vague fait 50 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un tsunami. On se souvient du tsunami de Tohoku au Japon en 2011. Ici, on est dans la même catégorie. La vague de submersion de Malpasset est terriblement destructrice. Le débit est colossal puisqu'il est en pointe a été d'environ 30 000 mètres cubes. C'est entre 15 et 30 fois le débit du Rhône. L'eau, c'est quelque chose vraiment qui a une force dont on n'a pas conscience. Vraiment dont on n'a pas conscience. L'énergie qui est là-dedans est considérable. Rien n'est capable de résister. Dans sa course, le tsunami terrestre emporte des pans entiers de la voûte du barrage qui vient de se désintégrer. Des blocs de béton de plus de 1000 tonnes sont alors charriés dans le lit du Réran. Il y a la poussée d'Archimède qui l'a déjà soulevé. Ensuite, il y a la force du courant qui est gigantesque. Plus de 50 millions de mètres cubes d'eau, ça fait quand même plus de 50 millions de tonnes qui poussent derrière ces blocs. La vitesse de la vague à la rupture du barrage est estimée entre 50 et 75 km/h. Elle se déplace aussi vite qu'une voiture sur une départementale. Autant dire qu'elle va très très vite. À l'aval du barrage, la gorge forme un S.
l'immense vague s'y engouffre et vient heurter de plein fouet la colline rocheuse. Elle repart perpendiculairement, elle va rebondir dans l'autre. Là, il y a eu 2 zones de perte de charge très fortes où la pression s'est abaissée d'un seul coup. Et là, vous retrouvez des blocs énormes. La vague géante poursuit sa progression. Elle mesure alors 30 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 8 étages, et se déplace à plus de 50 km/h. Quelques instants après la rupture du barrage, elle vient engloutir les baraquements des ouvriers de l'autoroute, situés juste en dessous, dans le lit du Reyran. Les premières victimes sont sans aucun doute les ouvriers du chantier de l'autoroute qui, ce soir-là, se sont endormis dans leur baraquement à quelques centaines de mètres du barrage. La vague arrive à cet endroit en moins de 5 minutes. Imaginez, vous entendez quelque chose craquer, vous devez sortir de votre lit, sortir de votre maison et grimper sur la colline. Vous n'avez pas le temps de faire ça. C'est juste trop rapide. Il est 21h20. Le mur d'eau surgit de la gorge du Reyran et s'élance à pleine vitesse en direction de la mer, broyant tout sur son passage. Sur son trajet, il y a la plaine agricole de l'Argent, où les familles de fermiers et leurs employés ignorent tout de l'imminence du cataclysme. Il n'existe pas de moyen de prévenir les gens, et l'eau avance si vite qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Les fermes sont vraiment au milieu de vastes champs de pêche, de vignes, donc il n'y a pas d'endroit pour se réfugier. Les habitants des fermes situées dans l'axe principal voient surgir une gigantesque vague très rapide, transportant toutes sortes de débris, avec de la boue, des rochers, des arbres. C'est très destructeur. Les fermes sont soufflées, sont complètement emportées. Il ne restera pas un mur en place. Après avoir ravagé la plaine, la vague géante poursuit sa route, inarrêtable. Elle mesure encore plus de 12 mètres de haut et file droit vers Fréjus, menaçant directement les 13 000 habitants de la ville. Il est 21h35. 22 minutes après la rupture du barrage, le monstre d'eau submerge le transformateur EDF situé au nord de la ville et plonge Fréjus dans le noir total. Ses habitants sont maintenant à la merci de la vague. À un moment, on a entendu des motos qui passaient à toute vitesse devant la maison. On était à 7-8 mètres de la maison, qui criaient « Le barrage a cassé, le barrage a pété, montez sur les collines, fuyez, fuyez la maison ». À l'entrée nord de la ville, la vague est ralentie par les talus de la voie ferrée et de la Nationale 7. Mais la pression est telle qu'elle passe par-dessus et reprend sa course. Au fil de sa progression depuis le barrage de Malpasset, 10 km plus haut, la vague a changé d'aspect et devient encore plus meurtrière. Elle mesure encore à ce stade près de 10 mètres de haut, soit à la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Il faut s'imaginer de l'eau boueuse avec tout ce que la vague a pu charrier sur son passage, tout ce qu'elle a pu emporter au fil des différentes fermes, la boue, les pierres, les meubles, des parpaings, des animaux et des hommes. À ce moment-là, la vague est encore très bruyante car elle se déplace encore à toute vitesse en emportant des débris et des matériaux. Tout cela fait du bruit et les gens l'entendent clairement arriver. Ce vacarme, c'est ce qui réveille Nicole Fidon ce soir-là. Âgée de 5 ans et demi, elle vit avec sa famille dans une petite maison de plein pied. On a entendu un grand bruit et mon père a dit « ça y est, le barrage a craqué ». Il y avait de l'eau qui rentrait
L'eau s'infiltre partout, hein, et elle est rentrée, et puis dès que mon père a ouvert la porte, il a bien fallu ouvrir la porte pour sortir, et ben l'eau, elle a commencé à monter, et mon père, il dit, il faut vite monter parce que l'eau, elle monte, elle monte. On avait une lampe torche, et on s'est retrouvés dans la rue pour monter sur la petite colline en pyjama. Le torrent destructeur bute sur les arènes et les contourne pour s'engouffrer dans l'avenue de Verdun. La vague se retrouve canalisée entre les maisons et les immeubles qui bordent l'avenue. Elle redouble d'intensité et éventre tous les rez-de-chaussée des bâtiments. À cet endroit, les gens qui vivent au rez-de-chaussée n'ont pas le temps de monter, se mettre à l'abri. Ils se retrouvent prisonniers et sont noyés, alors qu'au premier étage, les gens survivent. Un peu plus loin, la gare est totalement submergée par les flots. Seul le centre historique de la ville est épargné, et cela ne doit rien au hasard. Pour construire la ville, les ingénieurs romains ont choisi le point le plus haut, au-dessus du lit du Rhéran, où il y avait des inondations chaque année. C'était logique. Donc, on peut dire que cette décision prise il y a 2000 ans d'implanter la ville en hauteur a permis de sauver des vies à Fréjus. Par chance, la maison du père de Jean-Paul Vieux est située dans le centre historique. Mon père, officier de police judiciaire, prend sa veste, je descends avec lui, il me dit on va voir. Et par l'avenue Henri Vadon, nous voyons arriver un arbre avec une grande toile blanche dedans, qui était probablement un élément d'une serre, et des cris. Alors j'ai essayé de m'avancer pour aller vers l'avenue Verdun où habitait notre famille, des membres de notre famille, je n'ai pas pu. Au bout de 15 à 20 mètres dans cette avenue de Verdun, où vous n'y voyez rien, il y avait de la boue partout, j'ai glissé, je suis tombé dans un trou. Totalement désorientés, progressant dans l'eau glacée et la nuit noire, ceux qui ont pu s'échapper de leur maison tentent maintenant de se mettre à l'abri, en hauteur, par tous les moyens. On est monté sur le toit, c'est l'échelle qui nous a sauvés. Parce que cette échelle-là, mon père, la veille, il avait dit « Oh là là, le voisin, il n'a pas rangé l'échelle dans la remise. » Il avait râlé à cause de ça. Et heureusement qu'elle était là. Autour de la maison de Nicole, le mur d'eau envahit toutes les habitations, piégeant de nombreux habitants. Ça dépasse l'imagination. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à cet endroit-là, il va arriver une vague de 12 à 14 mètres de hauteur. Cette vague de submersion fait partie des plus violentes qui peuvent se créer. Avec les autres types de barrages, comme ceux en remblai, s'il y a une rupture, une brèche se crée. Et l'eau commence par s'écouler lentement, puis le débit augmente. Dans le cas de Malpasset, à cause de sa forme de voûte, le barrage s'est rompu d'un coup. Et donc l'inondation a été très destructrice. Je dirais que c'est ça, la particularité du drame de Malpasset. 21h50. Après avoir submergé la moitié de Fréjus, le torrent destructeur atteint la base aéronavale avant de terminer sa course dans la mer. La base aéronavale est quasiment au niveau de la mer. C'est un grand terrain plat, c'est un terrain d'aviation. Il y avait 2 mètres d'eau qui a emporté les appareils, les hélicoptères. La base aéronavale a été ravagée, ils ont perdu des dizaines d'appareils, justement parce que la vague était encore très forte. Il a fallu moins d'1 heure à la vague pour aller du barrage jusqu'à la Méditerranée. Ça a été très rapide. Le passage de la vague à travers la ville de Fréjus aura duré moins d'1 demi-heure. Mais pour les survivants, la nuit d'horreur est loin d'être terminée. À 22h15, le tocsin résonne. Sur les toits et les collines environnantes, de nombreux rescapés attendent vainement qu'on leur vienne en aide. Je ne voyais rien, j'entendais que les cris, j'entends que les cris des gens. Venez nous sauver, venez nous chercher. Mais nous, on ne savait pas où aller, on ne savait pas où la vague était passée.
Sans électricité ni route praticable, les secours sont impuissants. Pendant la nuit, seuls quelques sauvetages ont lieu, comme l'on peut voir sur ces rares clichés pris par Jean-Paul Vieux. Les pompiers eux-mêmes ne savaient pas par où commencer le travail et les recherches. Bon, ils ont mis à l'eau un de Zodiac, mais que faire? Et puis au fur et à mesure, les cris, on en entendait moins. Et après, ça a été le silence complet. Le silence après la vague. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'avion, pas de voiture, il n'y avait pas de moto. De ma vie, je crois jamais je retrouverai un silence complet qu'il y a eu. À Fréjus, personne ne prend encore la mesure des destructions causées par la rupture du barrage de Malpasset. Et ce que va révéler la lumière du jour dépasse de loin tout ce qui avait été imaginé. Voici les dernières images qui nous parviennent de Fréjus. Dès le lendemain, la France entière découvre l'ampleur de la catastrophe. En 50 minutes, la vague meurtrière a tout détruit sur 14 km depuis le barrage de Malpasset jusqu'à la mer. En arrivant dans le quartier des Arènes, je ne peux pas vous dire la stupéfaction. C'est comme si j'arrivais sur une autre planète. Là où la veille, il y avait des maisons, des commerces, des stations-service, des gens qui habitaient là, c'était la surface de la Lune. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de traces de vie. C'était couleur jaune. On voyait 2-3 arbres, 2-3 maisons, mais c'était jaune, comme dans le désert. Et on voyait le bleu de la mer. Jackie et ses compagnons de garnison sont réquisitionnés pour déblayer la ville. C'était plein d'eau. Et dessus, il y avait tout ce qui flotte, les ballots de tri de l'intendance, tout ce qui était empaqueté dans les feuillards encore. Tout ça flottait de partout. Peut-être il devait y avoir des cadavres, ça je ne sais rien. Sous le pont du chemin de fer, il y avait des voitures coincées. C'était des gens qui étaient sortis du cinéma. Ils sont passés au 10e de seconde qu'il ne fallait pas passer. Les maisons de l'avenue de Verdun sont éventrées. Les canalisations, les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité sont totalement détruits. À l'intérieur de la gare, la voie ferrée a été tordue comme un serpentin sur 600 mètres. Une partie a été arrachée, a été emportée, mais dans la plaine de l'Argent, pendant plusieurs semaines, on a pu voir et photographier une voie ferrée tordue comme un serpentin. Sur la voie ferrée, il n'y a qu'une chose qui a résisté, c'est la cabine d'aiguillage, parce qu'il n'y a pas eu d'arbre ou quelque chose qu'il avait emporté. C'est tout ce qui est resté. En se retirant, l'eau de la vague de submersion a laissé derrière elle une couche de boue limoneuse de plus de 50 cm. Toute la zone était recouverte de boue. Elle était si molle que ça ralentissait les secours et les empêchait d'intervenir. Il y avait des milliers de tonnes de boue, c'était très difficile de découvrir des corps, parce que c'était des véritables momies pétrifiées. Les gens étaient dans des linceuls de boue, c'est épouvantable. Cette boue, qui recouvre entièrement la ville de Fréjus, a été charriée par la vague depuis la plaine agricole, où la terre a été décapée jusqu'à la roche. Comme l'on peut toujours voir aujourd'hui autour de cette ferme, située au nord-est de Fréjus. Le niveau du sol est descendu de 12 mètres, si bien qu'aujourd'hui, on aperçoit le vestige de cette maison sinistrée comme un îlot, comme un phare sur un rocher, alors qu'en fait, elle était de plein pied avec la terre agricole. Alors que militaires et sauveteurs s'activent pour porter secours aux habitants et rétablir les accès de la ville de Fréjus, les découvertes macabres s'accumulent. Le bilan s'annonce très lourd.
2 jours après le drame, les premiers enterrements collectifs ont lieu pour éviter les épidémies. Ce que je me souviens, alors là c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que sur la place Paul Vernet, il y avait des cercueils qui étaient en bois, tous de la même couleur, avec les noms écrits à la craie. Ça c'est dur. C'est resté ça. Et après, quand l'école a recommencé, on voyait des bancs de classe où il manquait un garçon ou une fille. En tout, 423 personnes ont trouvé la mort lors du passage de la vague géante. Pour la plupart, des familles entières décimées ensemble dans leur foyer. En amont de Fréjus, il n'y a aucun survivant, aucun. Tous les gens qui habitaient la vallée sont morts, emportés. À partir de Fréjus, il y a eu quelques survivants, parce que la vague a emporté des gens, mais ils ont pu s'arrêter dans des obstacles naturels. 50 fermes ont été rayées de la carte dans les plaines du Réran et de l'Argent. En ville, 155 maisons et immeubles sont détruits, et plus de 800 endommagés. En tout, plus de 7000 personnes sont sinistrées. Le traumatisme est tel, et les interrogations si nombreuses, que la catastrophe de Malpasset va révolutionner la construction des barrages dans le monde entier. En France, la tragédie crée un élan de solidarité nationale, et tout le monde se pose la même question. Comment un barrage construit selon une technique réputée infaillible a-t-il pu se rompre aussi brutalement? Mais les premiers à vouloir découvrir les raisons de cette catastrophe sont les ingénieurs. On a dit il faut qu'on comprenne, parce qu'il y avait quelques dizaines de barrages qui avaient moins de 5 ans et quelques-uns qui étaient en construction. Il y a quelques barrages qui ont été vidés. Il y a des maîtres d'ouvrage qui ont dit non, non, pas question, allez hop, on vide. Donc il y avait véritablement une urgence. La rupture du barrage de Malpasset aura des conséquences majeures. C'est presque la naissance d'une nouvelle discipline qu'on a appelée la mécanique des roches. On a mis au point des méthodes pour mesurer les qualités des roches en place, à l'intérieur, si vous voulez, pendant les reconnaissances, donc pour avoir plus de précision. Et les normes de sécurité entourant la construction de barrages ont été révolutionnées. L'administration a mis en place, a créé ce qu'on appelle, en 1965, le comité technique permanent des barrages. Tout projet de barrage doit présenter un chapitre géologie qui décrit toutes les reconnaissances et la découpe géologique et toutes les faiblesses et les forces de la fondation. Pour éviter que les pressions ne s'accumulent dans les sous-sols, les barrages voûtes sont dotés de drainage, c'est-à-dire des forages pour retirer l'eau des fondations. Et dans le monde entier, dans les années qui ont suivi, on a équipé les appuis de voûtes avec des systèmes de drainage. Moi, comment je l'interprète ça? Tous les propriétaires de barrages se sont dit « j'ai de la chance que ça soit arrivé chez eux et pas chez moi, parce que moi non plus, j'y avais pas pensé ». Mais le plus important, la loi impose maintenant pour tout barrage un plan particulier de prévention. Il n'y avait aucun système d'alarme à Fréjus, aucun moyen de prévenir la population de la vallée. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ça, c'est parce qu'à l'époque, il n'existait rien pour déclencher une évacuation. Aujourd'hui, les propriétaires de barrages ont l'obligation de prévoir un plan d'alerte pour les habitants par le biais de la police ou des autorités. Après 11 ans d'enquêtes et de procédures judiciaires, ni le constructeur du barrage, ni l'administration n'ont été inquiétés. Les connaissances de l'époque étaient insuffisantes pour affirmer qu'une faute avait été commise. Qu'est-ce qu'on aurait cherché? On n'aurait pas cherché ce phénomène, on ne le connaissait pas. On avait une roche qui n'était pas de bonne qualité à l'amont du barrage dans la retenue. On s'en fiche, le barrage n'appuie pas dessus. C'était ça ce qu'on avait dans la tête. La rupture du barrage de Malpasset reste encore à ce jour la plus grande catastrophe civile survenue en France
depuis le début du XXe siècle. Les gens qui étaient à Fréjus le 2 décembre, aucun d'entre eux n'est sorti indemne de la catastrophe. Les gens de ma génération portent, 60 ans après encore, le deuil de cette catastrophe, parce qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, les ruines de cet incroyable édifice de 60 mètres de haut s'élèvent comme un musée à ciel ouvert, pour rappeler que le barrage providentiel de Malpasset se transforma le 2 décembre 1959 en un monstre totalement hors de contrôle.